Je suis Marie Tavares, bienvenue sur Dissipé. Dans ce podcast, je reçois celles et ceux qui ont osé suivre leur instinct. Chaque parcours témoigne de la puissance, de se faire confiance, de savoir s'écouter et d'agir en cohérence pour se réapproprier sa trajectoire. Chez moi, être dissipé, c'est pas une perte de temps ou de cap. C'est un élan de vie, celui qui va révéler qui vous êtes vraiment. Que ces voix éveillent la vôtre et vous insufflent la détermination de ne pas passer à côté de vous. Avant de commencer concrètement, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement, me dire ton nom, ton âge et ce que tu fais aujourd'hui? Donc, je suis Samuel Westberg, j'ai 36 ans et je suis cofondateur d'une agence et cofondateur d'une start-up aussi, Ok. dans le domaine du sport. Les deux vivent en même temps. Les deux vivent en même temps, j'expliquerai un peu comment l'une rentre dans l'autre, mais oui, les deux vivent en même temps. Ok. On a des amis en commun, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je suis venue squatter chez toi plusieurs fois. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'on se sent, je trouve, tout de suite hyper à l'aise. On se sent chez nous, en fait. Et c'est un peu ce qui ressort tout le temps dans les témoignages des gens autour de toi. Le fait que tu fais en sorte que les gens se sentent bien. Je trouvais ça trop cool. Et c'est vraiment aussi le type de personnalité que j'ai envie de recevoir ici. Des gens qui sont à la fois hyper doux, hyper successful. Ça peut matcher les deux. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va dérouler ensemble aujourd'hui. Donc l'idée sur Dissipé, c'est de recevoir des personnes qui m'inspirent pour qu'elles puissent me raconter à la fois qui elles sont et ce qu'elles font. Du coup, on va parler de pas mal de choses. On a un petit peu de temps devant nous. On va parler bien sûr d'amitié, c'est un truc assez fort chez toi, de foot, de défaite, de sport de manière un peu plus large, d'Arche de Noé, de pas mal de choses. Ça, je sais de qui ça vient. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais bien qu'on remonte un peu le temps et qu'on parte à la rencontre du petit Sam, que tu nous racontes un peu qui tu étais, quel enfant tu as été, dans quel genre de famille tu as grandi, voilà un peu les valeurs qu'on t'a inculquées, le terreau en fait, dans lequel tu t'es bâti. En gros, déjà merci, mais je suis content que tu le mentionnes parce que en fait, c'est un espèce de... Le mindset que j'en perçois, en fait, j'aimerais bien le transposer à l'entreprise parce qu'en fait, au final, c'est quand tout le monde est épanoui et content que tu vas réussir à faire pas mal de choses. Et le fait que tu te sentes à l'aise quand tu viens chez moi, c'est un truc, c'est bête, mais c'est important parce que au final, je fais tout ça pour en fait passer ces bons moments-là. Et tu vois, c'est cool que ça soit la chose qui soit ressortie. Mais en gros, pour la faire simple, donc Sam, franco-américain, mon père est américain, ma mère est française. Ce qui s'est passé, elle est partie aux États-Unis à l'université. Et en gros, elle est revenue avec mon père. Et donc, en fait, j'ai tout de suite eu ce côté biculturel. J'ai grandi en France, j'ai toujours été en France, donc je me sens plus français qu'américain. Mais j'avais toujours ce côté double culture avec mon père. On était un peu les gamins cool au foot qui parlaient américain, tu vois, anglais avec leur papa. Et c'est marrant parce que c'était une des choses qui a joué aussi, je pense, dans ma réussite globale. Mais en gros, famille vachement stable, classe moyenne plus, je dirais. Tu vois, on avait une petite maison très bien. Toujours eu cette culture, en plus de venant de mes parents, d'inviter les gens chez soi. Donc, c'était vachement le côté, on te donne énormément de liberté, les gens sont toujours bienvenus, mais juste fais pas de conneries. Rends-nous cette confiance-là et on va te donner plein de choses. En fait, vachement grandi avec ça. Et c'est marrant parce qu'en préparant, en regardant un peu les questions que tu posais, en fait, c'est ce terreau-là, je pense, qui est vachement facteur de ma réussite et de réussir à avoir créé un peu les dynamiques que je veux professionnellement parce que j'ai toujours un papa, une maman qui m'aimait. Tu vois, ça aurait été facile pour eux. J'ai un grand frère qui est footballeur professionnel, qui vient d'annoncer sa fin de carrière, mais qui a été professionnel pendant 20 ans. Et ça aurait été facile d'avoir le côté plus d'attention vers lui parce que un peu c'était lui le symbole de réussite. Et non, moi j'ai toujours eu cet équilibre vachement. Enfin, je me suis toujours senti vachement aimé, vachement accompagné, avec suffisamment de liberté et à la fois suffisamment de contraintes de l'autre côté. Donc je pense que c'est un des gros sujets qui a fait que j'ai pu accomplir ce que je fais maintenant professionnellement. Et en fait, j'ai eu un peu ce côté, tu vois, je disais classe moyenne. C'était marrant parce que j'étais franco-américain, donc j'étais dans un collège-lycée semi-public. Donc en fait, c'était un collège public, mais où j'avais le côté privé pour les cours en anglais. Et en fait, dans ce cadre-là, j'étais vachement dans un environnement plutôt avec des gens de bonne famille, avec des facilités.
Et de l'autre côté, moi, j'ai toujours été vachement foot. Et c'était l'exact opposé où j'étais souvent un des deux, trois blancs dans l'équipe, tu vois. Et en fait, ce côté richesse, mixité culturelle, en fait, j'avais un peu cet élément-là de vivre au quotidien à l'école avec des familles aisées. Et de l'autre côté, le côté vachement populaire. Et quand tu es jeune, tu veux faire genre, tu es plus populaire que les autres, tu vois, pour te faire accepter. Mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, après, quand je suis arrivé dans mon milieu professionnel et qui est le sport, j'avais ce côté, je comprends comment ça se passe là-haut, je comprends comment on réfléchit en bas. Et en fait, faire le mix de ces connaissances, de cette, tu vois, de ces facultés à pouvoir côtoyer ces gens de différents types, ont fait que j'ai monté cette agence et que je trouve avoir un petit avantage du fait de cette double éducation. Du coup, famille assez stable, assez classique. Est-ce que tu étais un enfant aussi cool, sage, pas trop de vagues, ou quand même un peu turbulent? Non, j'étais plutôt sage. Ouais, J'étais un mec encouragement. En gros, je faisais ouais, le minimum pour passer tout le temps, ouais, avancer, ouais. etc. J'avais un an d'avance à l'école. Et du coup, ouais, j'étais vraiment encouragement, pas de vagues. Ok. Tu vois, tu avais le côté, ma mère, beaucoup de liberté. Mais par contre, fallait pas que je revienne avec une heure de colle à la maison. Tu vois, donc il y avait ce côté vachement. Et ouais, un peu légaliste, tu vois, sur Ouais. les bords. Le Ouais. côté, j'aime pas trop sortir du cadre. On se fout un peu de ma gueule là-dessus. Mais j'aime bien. Je trouve qu'on a plein de liberté. Tu vois, je m'épanouis bien dedans. Et, euh, et donc voilà. Et en fait, à la fois, t'as le petit truc sur mon enfance et le côté avec les parents, c'est par contre, ils m'ont jamais poussé. Et tu vois, il y a un peu le côté, moi, je vois en tant qu'éducateur sportif après, elle est où la bonne barrière entre pousser un petit peu et pas pousser du tout et tu vois, juste Ouais. accompagner. Et c'est marrant ça parce que quand on arrivera sur la partie professionnelle, j'y arriverai. Mais il y a un côté, moi, j'ai eu l'impression que j'ai pas eu d'autre choix que l'entrepreneuriat. Parce que j'ai pas fait de grandes écoles. J'ai pas compris la valeur de le faire. Je me laissais aller, je me laissais porter. J'étais encouragement, machin. Je vais aller à la fac. C'est facile, je vais y aller. Et en fait, j'ai eu un moment où je me suis dit, putain, mais en fait, si je fais juste ce que je fais là jusqu'à un bac+5, à la sortie, je vais être vendeur chez Decathlon et je saurais pas comment rebondir derrière, quoi. Ok, ok. Donc, même à l'adolescence, t'as pas eu un petit truc un peu de rébellion, de non, tranquille, Franchement, vraiment. ouais. Je Enfin, cherche un truc, mais non, ouais, t'es non, trop mais. bien, quoi. Ah non, mais non. Mais non, mais parce que, en fait, c'est chiant aussi dans l'autre sens, tu vois. Non, mais tu vois, non, mais vraiment, moi, c'est ce que je dis quand je recrute des gens maintenant. Je me dis, hey, j'ai besoin d'une personnalité. J'ai pas besoin d'un mec stéréotypé où tu vas voir le commercial suivant ou le marketing. Les gens, ils aiment bien une personnalité et tout. Donc, moi, c'est vrai que j'ai pas eu ce côté crise d'adolescence ou quoi. J'ai fait un voyage au commissariat parce que j'avais un pote qui graffait. C'est la plus grosse folie de ma vie, tu vois. Mais parce que moi, j'étais dans le sport, enfin, tu vois, je voulais être footballeur professionnel, ça n'a pas marché, mais donc, du coup, j'étais dans ce côté sport, mes potes, c'est le sport, voilà. Du coup, à fond dans le foot, parce Ouais. que ton grand frère y était déjà, ou non, c'est venu naturellement Ouais, je pense que c'est un peu le truc, c'est marrant, mon frère, lui, je trouve dans la famille, tu prends la place qui t'est donnée. Mon frère, c'était le mec vachement sérieux, cadré, etc. Moi, j'étais plutôt le mec qui avait des facilités et ouais, tranquille, quoi. Et en fait, la tranquillité, ça n'a pas du tout marché pour moi parce que j'avais pas du tout le talent pour y arriver. Et donc, du coup, mais ouais, du coup, j'étais cet enfant-là et mon frère faisait du foot. Donc, ouais, je pense, tu me demandais en off les sources d'inspiration. Mon frère, c'était mon inspiration pendant ma jeunesse parce que c'était lui le parcours idéal. Tu vois, il a été au PSG en moins de 13 ans. Ensuite, il a fait Clairefontaine. Ensuite, il est pris en centre de formation. Il a fait Coupe du Monde avec l'équipe des États-Unis. Donc, moi, j'avais le côté, putain, c'est exactement tout ce que je veux faire. Et donc, ouais, pendant mon adolescence, je dirais que je suivais cette destinée-là. Ouais. Enfin, en tout cas, je voulais faire ce qu'il faisait. Ouais. Mais du coup, tu vois, t'as dit, enfin, est-ce que c'était une histoire de talent ou c'était une histoire de travail pour toi, le fait de pas pouvoir en faire ton métier Je pense que tu as un élément de talent dans beaucoup de choses, mais je pense que moi, je crois beaucoup plus aux soft skills qu'aux hard skills. Je suis sûr que tout le monde a un talent, il faut savoir l'identifier, il faut savoir jouer avec, mais en vrai de vrai, au final, c'est le travail sans vouloir plus que la personne à côté. Je vois mon frère, c'était pas le plus talentueux, mais putain, encore maintenant, quand les coachs de mon club actuel font des interventions auprès des jeunes, ils disaient, Quentin, c'était celui qui arrivait une demi-heure avant tout le monde, qui faisait les étirements, qui faisait l'échauffement, qui s'entraînait comme un pro, qui regardait, qui avait la rigueur, qui était à l'heure, Enfin, tu vois, il était dans un espèce de truc, dans une bulle. Et je pense que s'il avait pas eu ça, il avait
pas du tout les qualités pour devenir professionnel. Et au final, il a réussi à faire sa carrière de 20 ans. Alors, c'est pas Mbappé, tu vois, mais il a eu un truc de footballeur professionnel pendant 20 ans. Donc, ouais, le côté talent, c'est une chose, mais comparé à ce que tu peux faire par la force du travail, je pense que c'est relativement minime. Du coup, est-ce que ça a été frustrant pour toi de pas devenir pro? Ou au contraire, est-ce que ça t'a développé la niaque de dire OK, bah, je serai pas pro, mais enfin, c'est quand même un truc qui me motive, qui me booste, que j'aime trop. Ouais. Donc je vais y aller, bah, si c'est pas par la porte, ce sera par la fenêtre, quoi. Bah, tu as eu un peu de ça. En tout cas, tu as eu le côté, je vais pas réussir à être sportif. Tu vois, je m'en suis Ouais. rendu compte à 18-19 ans. Là, ça y est, c'était terminé. Donc, je me suis dit, OK, il va falloir que je bosse, enfin, que je vois autre chose. Et du coup, je me suis dit, bah, par contre, qu'est-ce qui me fait me lever? C'est le sport. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, faut que je bosse dans le sport. Et c'est con, mais voilà, bah, pour revenir au côté pas trop intéressé par ce que je faisais, bah, je suis allé à la fac de sport, STAPS. J'ai fait 4 ans de ça et au bout de 4 ans, je me suis dit, non, mais si je fais 5 ans là, à la fin, je vais avoir fait aucun stage valide. Donc, j'ai fait une dernière année d'école de commerce spécialisée dans le sport pour justement avoir mes premiers tremplins dans le domaine du sport. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à bosser dans ce secteur-là. Alors vas-y, déroule-nous ton parcours. Donc, en gros, donc STAPS, je fais une école de commerce qui s'appelle Amos, spécialisée dans le sport, qui était toute nouvelle à l'époque. Et en fait, mon stage de dernière année, je le fais au Paris FC. Donc là, on entend beaucoup parler du Paris FC maintenant parce qu'il y a la famille Arnaud qui vient juste d'investir énormément. Donc là, on est sur le deuxième grand club parisien à Paris qui excite tout le monde. Mais le Paris FC que moi j'ai connu, c'était troisième division. Je rentre en stage. Je crois que mon titre de poste, c'est communication, marketing, événementiel. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tu fais rien. J'appelais pour les contre-marques, j'organisais un peu le stade, je rentrais en profondeur sur aucun sujet. Je m'étais mis à faire un petit journal mensuel pour essayer de faire un peu d'espace commercial et raconter un peu la vie. Mais bon, c'était un espèce de truc où tu avais 500 personnes au stade. Enfin, c'était vraiment club. C'était une organisation amateur qui se voulait proche du professionnalisme avec un peu plus de moyens. Et en fait, moi, à cette époque-là, je me suis dit, enfin, moi, je me disais, mon job de rêve, c'est Respo Communication au PSG. Tu vois, c'était genre, je veux bosser dans la grande marque. J'avais pas trop réfléchi à l'écosystème plus loin que je veux bosser dans le foot, dans un club de foot. Mon club de foot préféré, c'est le PSG, voilà. Et en fait, après un an au Paris FC en stage, je me suis dit, ouais, en fait, je veux surtout pas faire ça. Parce que tu avais le côté, tu vois, je sentais bien que ça vivotait. Moi, à l'école, tu vois, quand j'étais avec mon conseiller pédagogique, je disais, ah, mais moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. Il me dit, eh, ça me fait un truc. Et après, tu avances. Et là, 15 ans plus tard, je fais 1 milliard de trucs exactement comme j'étais à 20 ans, tu vois. Et donc, je savais que c'était pas le Paris FC. En fait, c'était le début un peu de la Sportec où tu avais des investissements, tu avais des gens qui commençaient à s'intéresser à ce milieu-là. Et en fait, il y avait des boîtes qui nous sollicitaient pour travailler avec nous. En fait, une de ces boîtes-là, à la fin de mon stage au Paris FC, j'ai eu une petite période de battement parce que je me suis dit, je veux pas faire le Paris FC. J'avais une autre opportunité où, en gros, on me disait, tu rentres au SMIC dans un club et ça allait être un peu vivoté dans un espèce de truc qui me plaisait pas. Et j'ai eu une période de 6 mois où pendant 2 mois, j'ai pas eu de boulot et je suis parti être vendeur chez Decathlon. Dans un espèce de truc où c'était Decathlon Easy maintenant, donc ça s'appelait Kudza à l'époque, où pendant un certain temps, j'étais chef de rayon. Et la promesse, c'était de dire, là, c'est pour les gens qui ont la dalle, qui sont entrepreneurs, c'est les sous-marques de Decathlon, mais enfin, c'est les marques de Decathlon, pas du tout les sous-marques, les marques Decathlon uniquement qui sont vendues. Mais la perspective, c'est en 2 ans, être responsable de magasin et gérer un gros PNL. Et je me suis dit, OK, bah, je vais faire ça parce que ce côté relationnel, etc., management et tout, ça me parlait bien. J'étais éducateur sportif. C'était un truc que j'adorais. J'aime bien ce côté bosser en équipe, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait ça pendant un bout de temps parce que j'avais pas d'autre option. En vrai, tu vois, c'est pas j'ai choisi, j'ai pris le temps. Non, non, j'avais pas d'option. Il y a un moment, j'ai dû faire de l'argent. Je suis parti à Château-Thierry. Je prenais un studio là-bas à 300 balles. Je rentrais un jour par semaine voir tu vois, ma copine à l'époque. Mais voilà. Et après, en fait, cette startup-là cherchait un commercial. Et je me suis dit, bah, vas-y, il faut que j'y aille parce que le côté startup m'intéressait, le côté, vas-y, construire quelque chose. Et je suis rentré commercial. Et au bout d'un mois, j'étais en train d'écrire des lignes de code dans un truc parce que c'est ce dont la startup avait besoin. Je me suis dit, ah ouais, à mort, je vais faire 1 milliard de trucs, je vais essayer plein de choses. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière dans le côté startup du domaine du sport. Et Mhm. voilà. Ok. Et ensuite? Et ensuite, un peu comme beaucoup de. Tu vois, tu as le côté.
t'as le côté, et c'est marrant, je viens juste de lire un truc où tout le monde envie où t'es au moment où tu es, mais personne envie ton parcours. La réalité, c'est que moi, la première startup, c'était 4 ans d'être à 1 400 € fixe par mois, un peu de com ici et là, à bosser une tonne pour réussir à y arriver. Et surtout, la startup n'a pas marché. En fait, elle avait 4-5 ans, l'idée était bonne, mais la réalisation était mauvaise. Et c'était super intéressant pour moi parce qu'en fait, tu avais le côté, ouais, l'idée, c'est bien. Tu as plein de gens qui disent, ouais, j'ai eu cette idée comme lui si je l'avais lancée. Non, non. Tu as le côté l'idée, tout le monde peut avoir une bonne idée. Et après, tu as la réalisation derrière et réussir à créer le business. En fait, là, ce business-là était sur des fondations trop bancales. Et en gros, ça n'a pas marché. Donc, tu passes 3-4 ans de ta vie à te donner beaucoup de ton temps à quelque chose qui ne marche pas. Et en fait, quand tu prends le recul, tu dis, putain, je bosse comme un taré, je fais pas d'argent, etc. Mais en fait, à long terme, tu dis, ouais, mais en fait, c'est ton process de travail qui fait que tu as rencontré des gens qui, dans leur aventure suivante, ont voulu te prendre avec eux, qui fait que quand tu as eu un bon terreau, bah, tu as pu l'exprimer, et ainsi de suite. Mais ouais, donc première startup qui marche pas, où je suis sur le développement commercial qui s'appelait YouFoot. Super expérience, j'ai rencontré des gens vraiment bien qui ont fait que, une fois que ça n'a pas marché, en fait, le frère du CEO de cette boîte lançait un projet, lui, en réalité virtuelle. Pour recontextualiser, c'était 2014, la réalité virtuelle, c'était le nouveau truc où Goldman Sachs disait ça va être une industrie à plusieurs milliards, ça va être énorme, etc. Et en fait, nous, on avait un réseau dans le football qui fait qu'on a pu ouvrir des portes et on a été dans une boîte donc, qui s'appelle LiveLike. Ça s'appelait LiveLike VR à l'époque et qui faisait en fait des expériences dans les stades dans le domaine du sport. Et en fait, là, c'est là où, donc cette période-là, on a fait des bonnes relations. La solution marchait pas très bien, mais bon, on a créé une relation avec les gens où ils disaient, si ça marche pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, en vrai de vrai, au final, tu veux bosser avec des bonnes personnes. Et si tu sais que tu te fais pas rouler, qu'ils essaient de pas de t'arnaquer, etc., que ça marche pas, après, c'est relativement, c'est pas trivial, mais on a bossé ensemble. Si ça marche pas, il peut y avoir plein de facteurs au fait que ça marche pas. Mais en fait, sur l'aventure suivante, on a eu toutes les portes qui sont ouvertes à nous. Et en fait, je suis passé d'aller vendre avec ma bagnole dans des Formule 1 à 50 balles à Laval parce que j'avais des contrats à 200 € par mois, tu vois, si tout se passait bien, à, en réalité virtuelle, couvrir la Coupe du Monde 2018, Roland-Garros 2 années de suite, faire le Super Bowl aux États-Unis. Et, euh, et en fait, tu as eu un espèce de côté, putain, en fait, tu as eu 4 ans de mur. Et en fait, tu as eu la nouvelle option. Et là, paf, tout à coup, tout s'ouvre et tu bosses sur les plus gros événements dont tu as toujours rêvé de bosser. Donc ça, c'était le début de LiveLike VR. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu as eu ce côté, ça a trop bien marché. Tu es sur les plus gros événements, mais en fait, tu vois que le produit en lui-même marche pas. La VR en 2015, tout le monde est excité. En 2018, tout le monde se rend compte que c'est un marché qui va pas marcher. Et donc, en fait, tu dis, ah ouais, t'es le meilleur dans un truc qui marche pas. Tu vois? Et c'est genre, bah, ok, donc tu as fait ces super événements. Les gens disent, c'est bien réalisé, c'est beau. Les gens mettent un casque de réalité virtuelle, disent, c'est génial. En fait, ils enlèvent le casque de réalité virtuelle, ils ne le remettent plus jamais. Tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que tu as encore là, tu vois, t'as l'Apple Vision là, qui sortait en réalité augmentée. Mes potes qui sont encore dans l'industrie disaient, non, mais ça y est, il y a une nouvelle, ça va pas marcher. Ça va, tu vois, moi, tu me demandes, ça marchera jamais parce que il y a trop de complexité autour. Et donc, en fait, tu as un peu le pic. Tu as tout le monde qui dit, ouais, putain, LiveLike, trop bien et tout. Et en fait, en interne, tu sais que non, va falloir pivoter là, parce que sinon, tu vas pas y arriver. Et c'est là où tu as eu le premier pivot de LiveLike VR qui est devenu LiveLike. On a opéré un changement radical dans quel était le produit et où tu as eu des premiers sujets de fondateurs qui se séparent, embrouilles, argent, vente, machin. Et, euh, et, euh, et en fait, c'était le nouveau pas de ma nouvelle aventure, moi, après derrière. Qui a donc été, ça y est, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qui a été, ouais, en gros, je suis passé d'employé de LiveLike VR. En gros, t'as ce moment-là où nous, on sait que ça marche pas. On lance un nouveau produit. On a des bonnes relations. Donc, en fait, tu as l'UEFA qui organise un programme d'accélération avec 18 startups qui dit, je vais choisir toutes les meilleures startups dans le domaine du sport. Et en fait, je vais choisir 6 finalistes. Et donc, il rassemble tout le monde à Nyon, Bureau-Vue, Lac Léman, machin, truc, tout le monde. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc fancy à mort. Tu vois, tout le monde veut y être. Et donc, il y a 18 startups. Et en fait, moi, avec LiveLike, sur le nouveau produit, en fait, c'est le mélange de l'ancien produit et le nouveau produit qui fait qu'on est pris parmi les 6 meilleurs. Mais en fait, à cette occasion, je rencontre Mais du coup, pardon, le nouveau produit, tu avais pivoté vers quoi? On passe de réalité virtuelle à un produit en fait, qui est sur de l'engagement et de la gamification pour les plateformes. En fait, ce qu'on avait vu en réalité virtuelle, c'est que le côté social et le côté gamification marchaient bien.
Et on s'est dit, par contre, il faut qu'on soit sur les plateformes des clients. Il ne faut pas qu'on crée l'application MyCanal VR. Il faut qu'on soit dans MyCanal et qu'on crée des outils qui engagent, tu vois, qui font que les gens restent plus longtemps et qui créent de la valeur. Donc, on est là-dessus. Et en fait, donc on est pris dans les 6 finalistes. Mais en fait, à cette occasion, je rencontre une startup qui s'appelle Greenfly et je vois leurs produits et je dis, putain, c'est de la bombe atomique. Franchement, votre truc, il est génial, etc. Et il me dit, ouais, bah, aux États-Unis, on a signé avec la Major League Baseball, avec la NBA. Et je lui dis, OK, et en Europe, ils ont un client. Ils ont le PSG. Et putain, c'est pas possible, putain, le produit, il est génial. Et ils sont pas retenus parmi les finalistes par l'UEFA. Et je vais le voir, le gars de l'innovation. Je dis, mais attends, c'est pas possible qu'ils soient pas pris eux. Tu vois, franchement, c'est le meilleur software que j'ai vu des 2-3 dernières années. Il me dit, ouais, mais Sam, ils sont arrivés, ils ont dit, nous, on fait comme ça avec la NBA, donc l'UEFA, vous allez faire comme ça. Et en fait, à ce moment-là, ça fait tilt. J'ai dit, putain, en fait, aux États-Unis, ils lèvent des fonds, ils ont des produits, ils sont bons sur leur marché, ça va vite commercialement. Mais en fait, ils viennent en Europe avec leurs sabots américains à dire, ouais, nous, on a fait comme ça, donc vous allez faire comme ça. Et en fait, tu comprends pas du tout l'environnement dans lequel tu es, où déjà, tu vas énerver l'Européen à faire ça. La structure du sport, elle est fondamentalement différente. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, ben, moi, je suis le franco-américain qui est cette culture européenne, qui connaît le marché européen, qui connaît la différence entre un espagnol, un allemand et un français. Ils vont croire, moi, parce que j'ai l'accent américain, donc, tu vois, je vais avoir la crédibilité. Et ben, moi, ce que je vais faire, je vais représenter les meilleures startups dans le domaine du sport et les aider à pénétrer le marché européen. En fait, c'est comme ça que j'ai construit mon agence La Source. Et c'est par rapport à ce qu'on disait au début. Donc, je suis cofondateur maintenant de LiveLike parce qu'en fait, LiveLike a commencé à bien marcher et que tu avais un espèce de côté avec mon cofondateur. Lui, il était super fort sur le marché américain, en Angleterre. Et moi, j'étais un peu partout ailleurs en Europe. Et tu avais le côté, bon, bah, ouais, on va aller inonder le marché de notre solution. Donc, je suis passé cofondateur de LiveLike en même temps que j'ai créé l'agence La Source qui, du coup, représente les meilleures startups dont LiveLike fait partie maintenant, en fait. D'accord, ok. Et La Source, ça, tu lances ça tout seul? Et donc, ça, non, c'est un bon point. Tu avais le côté chez LiveLike, il y avait un employé qui venait juste de nous rejoindre, qui avait été chez un système intégrateur, donc David. Et donc, du coup, on a eu un super match. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais créé une première agence pour, en fait, pour la faire simple, pour LiveLike VR. J'avais le côté, j'ai créé une agence avec un premier associé. En fait, ça n'avait pas marché parce qu'on était trop pareil et d'autres raisons. Mais surtout, en fait, on était potes et bref, ça n'a pas marché. Et en fait, avec David, j'ai rencontré quelqu'un qui était assez différent de moi et avec qui on était vachement complémentaires et où en fait nos valeurs communes étaient vachement similaires. C'était pareil, un peu classe moyenne haute, esprit du travail, tu vois. Enfin, le côté, on rigole toujours, lui, on le charrie un peu parce qu'il est d'origine portugaise, mais c'est le côté de bâtiment, on aime monter nos maisons, tu vois. Le gros truc, c'est avoir une belle maison, inviter des gens et vas-y, raffiner, tu vois. Et en fait, on s'est dit, bah, super match pour créer notre aventure suivante. Il y avait une autre personne au début qui allait se joindre à nous, mais en fait, ça n'a pas matché comme ça matché avec lui. Et en fait, on a lancé cette aventure, lui et moi de base. Et en fait, le troisième associé qui est rentré en premier, c'était le gars, le directeur de l'innovation de l'UEFA. Parce que quand lui, il était dans cette position-là, il a vu ce qu'on a fait, il a dit, les gars, moi, c'est ça, enfin, c'est exactement ça. Et en gros, ça est devenu notre troisième associé au bout de 6 mois. D'accord, ok. Super. Et, mais enfin, je comprends le truc de tu flaires une piste, tu dis ok, enfin, tu vois, t'as vu là où il y avait une place à prendre, mais à quel moment tu dis mon idée elle est suffisamment bonne pour que vraiment j'y aille, enfin, t'es tout de suite persuadé, tu sais que ça va marcher? En fait, j'ai lancé mon agence en sachant qu'elle était déjà rentable. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais LiveLike. On était en train de basculer sur un nouveau produit. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance un nouveau produit? Je me barre, je commence une histoire complètement différente. Ou voilà. Et donc, j'ai dit à LiveLike, bah, moi, je continue, mais là, il faut que vous me laissiez de la place pour ça. En fait, j'ai interrogé la boîte, la Greenfly dont je parlais, en disant, au début, ils m'ont demandé, est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui peut nous aider? J'ai dit, ouais. Et finalement, ça s'est pas fait. Et j'ai dit, mais et si je montais mon agence? Il a dit, bah, ça serait notre option préférée. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai monté mon agence en étant rentable. Donc Ouais. là, Ah moi, ouais. j'ai créé mon agence, mois 1, on était Ouais, tout de payé, suite. rentable, on pouvait Ah commencer ouais. à staffer, à grossir. Et c'est marrant parce que tu as le côté, ouais, courageux entrepreneuriat. Bah, moi, en fait, c'est en vrai de vrai, j'aurais eu aucune porte qui s'ouvrait à moi si j'avais pas fait ça parce que j'avais pas le CV ni l'éducation pour enfin, tu vois, le parcours scolaire pour être prêt où que ce soit. Donc, en fait, j'y suis allé naturellement, mais je le vois pas comme un acte courageux, je le vois comme, bah ouais, c'est normal et tu le fais intelligemment et tu le montes, bah tu trouves tes premiers clients. Une fois que tu as tes clients, bah tu montes la structure.
Ouais, et puis tu fonces, quoi. ouais. Mais c'est pas le fruit du hasard non plus. Je pense que c'est le fruit de tout ce que tu as fait, de tout, tu vois, les gens que tu as rencontrés, tout ce que tu as produit, accompli. Enfin, je comprends ta position. Ouais. Je comprends, mais Mais en fait, c'est exactement ça. C'est 15 ans après, je me dis, en fait, oui, ouais, ce process voilà. d'apprentissage, de Il y a tout qui travailler, de s'emboîte, tu dis, machin, ok, ouais, et il y a un ok, moment, ça s'est ouais. emboîté, et paf, tu crées, et j'ai créé, c'est pas genre, ouais, j'étais employé, et puis je traitais mal les gens. Tu vois, moi, je le vois, franchement, des fois, en tant que commercial de start-up, ah, tu te fais traiter comme un chien par les gros clubs, ils te répondent pas, machin. Hmm. Et je me dis, non, non, moi, j'étais dans mon process de, vas-y, une personne en face de moi, c'est une personne, j'ai été éduqué comme ça, tu dis bonjour à la femme de ménage, pareil que le PDG. Et s'il y a le PDG qui se comporte mal, tu lui dis. S'il y a la femme de ménage qui se comporte mal, tu lui dis aussi. Tu vois, j'ai été éduqué comme ça. Et donc, en fait, dans mon parcours, je me suis dit, bah, en fait, j'ai toujours traité les gens comme ça. Et donc, t'avais le côté, bah, je travaillais, et on se dit, ouais, Sam, il est pas trop con non plus, tu vois, il est pas plus con qu'un autre, en tout cas. Et donc, bah, petit à petit, bah, tout s'est accumulé. Et au point où, quand tu crées l'agence, putain, Sam, génial, t'as raison. Ouais, on est derrière toi, on va t'aider. Là, le contrat, bah, il rentre parce que, bah, ouais, tu nous as montré que tu avais de la valeur sans qu'on te paye. Donc, bah, ouais, au moment de te payer, il n'y a pas de souci. Et en fait, ça s'est vraiment créé comme ça, de manière super naturelle. Mais c'était le résultat et le fruit de Ouais, 10 années à construire quelque chose exactement. que je ne savais même pas que je construisais. Mais quand l'opportunité arrivait, bah, c'était ni compliqué et j'avais pas de questionnement sur le fait d'y aller, quoi. Hmm. Tu vois, moi, sur mon parcours, moi, je pur produit agence comme marketing depuis toujours, avec l'image un peu de tu te fais exploiter parce que tu travailles pas d'heures pour un salaire misérable. Mais j'a- j'avais pas forcément une vision, je savais pas exactement où j'allais, mais j'avais la conscience que j'étais en train de m'enrichir moi-même. Et en fait, tout ce que je faisais, je me disais, mais les gars, en fait, je suis pas en train de me faire exploiter par un patron, je suis en train, moi, de me faire progresser. Je sais que ça va me servir. Tu vois, Ouais. je sais que j'étais en train de remplir mes bagages Ouais. et qu'un jour, ça allait servir et que ça allait se débloquer, effectivement. Et ça Mais prend c'est du temps. exactement ça. Non, mais c'est ça, en fait. Et tu as le côté, toi, tu avais ton angle de entrepreneuse où tu te disais, moi, je suis en train d'emmaganiser, je suis en train d'apprendre. Et parce qu'en vrai de vrai, quand tu es employé au début, c'est autant un mec qui investit en toi pour une rentabilité pas sûre C'est que ça. toi qui apprends, tu vois. Mais en fait, tu as l'angle des gens qui sont des employés qui vont dire, ouais, mais ah, machin, ils m'exploitent, ils profitent de moi. Moi, chaque jour de congé, non, moi, la vie de ma mère, je pars à 18 heures. Tu vois, en fait, c'est une question de mindset, en fait. Exactement, exactement. Et, euh, et quand dans ton entourage, on ne le comprend pas, ça peut être un peu compliqué. Enfin, tu vois, moi, on m'a longtemps charrié. Euh, quand quand j'ai signé mon premier CDI dans ma famille, il me charriait, il me disait t'as signé ta chinoiserie à durée indéterminée. Genre, parce qu'il m'appelait la Ouais, petite chinoise parce que ouais, je bossais, je bossais, je bossais. ouais, Mais vraiment, moi, c'était pour moi. C'était pas ouais. du tout pour les gens, c'était pour moi. Mais en fait, tu as cette espèce de truc qui fait. Enfin, on- quand tu le regardes maintenant, on est un peu plus vieux, on est parents, etc. Donc, tu as le côté un peu chiant où tu moral. Mais en vrai, de 22 ans à 28 ans, soit tu investis un peu dans. Enfin, tu n'as pas encore d'enfant. Donc, soit tu investis un peu dans ta carrière, soit tu vas beaucoup faire la fête. Mais en fait, tu es en train de construire ce que tu vas être en fait, pour le reste de ta vie. Et que en vrai de vrai, si tu as un peu le côté je veux bosser dans une industrie qui me plaît et pour pouvoir bosser sans me dire que c'est trop du travail, bah ouais, c'est le moment de mettre l'effort parce qu'en fait, tu vas construire tout ce qui va faire de ta carrière derrière, quoi. Exactement. Ah, le goût du travail que tu disais tout à Ouais. l'heure. Euh, t'as dit un moment, j'ai lu ça quelque part sur toi, que t'as jamais voulu être the small part of a big organization. Du coup, tu préfères l'inverse. Tu préfères être big part of Tu small vois, organization. ça rapporte au truc de vouloir monter ma maison. Tu vois, j'ai pas Ouais. envie de- J'aime bien construire, tu vois. Et le côté être un maillon qui intervient à un moment donné où tu sais pas vraiment ta valeur, tu sais. En fait, t'es un peu dans l'incertitude alors que construire des trucs, ouais, moi, j'aime bien construire. Et, euh, et c'est con, mais ouais, je faisais des Lego. Après, j'étais capitaine d'une équipe de foot. Après, je suis devenu éducateur, entraîneur. Après, je suis devenu responsable d'une catégorie. Et après, en fait, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte en analysant mon parcours que, bah ouais, en fait, à chaque fois où j'allais, je construisais, je fédérais, et tu vois, et puis on avançait. Et le côté, j'ai un côté, ouais, je préfère. Tu vois, mon rêve, c'est pas d'être président du PSG, c'est de réussir à trouver un club en 5e division et le faire monter. Ça m'excite beaucoup plus que le côté arriver, parce qu'en vrai de vrai, quand tu arrives par le haut, tu as un espèce de monde de gens qui.
je sais pas si c'est l'éducation ou quoi, mais j'ai un espèce de truc où moi, je me sens bien avec tu vois, la classe moyenne et que je suis pas un mec qui ait beaucoup d'attrait pour être invité ici, être vu là, reconnaître lui et tout. Franchement, mes potes, c'est mes potes du foot, tu vois, quand j'étais petit. Euh, et du coup, je me sens bien dans cette. Et donc, en fait, j'ai envie de construire avec des gens qui, je sais, ont plein de potentiel et qui sont, une fois que tu leur tendras la main pour une opportunité, ils pourront construire avec toi et tout. Donc, j'ai vraiment ce côté, vas-y, partir d'en bas et ensuite remonter et, et construire, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que du coup, je trouve que c'est plus palpable aussi l'impact que tu as. Tu changes vraiment des choses, des gens, la vie de gens. Enfin, tu vois, effectivement, je trouve ça beaucoup plus excitant aussi. Tu es plutôt un profil assez stratège. Tu réfléchis, tu vois, essayes d'anticiper, de voir un peu tout, de comprendre, d'avoir une bonne lecture globale. Donc, ouais, une position un peu stratège. Euh, si je peux dire un peu, si je le tire, c'est le côté un peu calculateur. Et de Ouais. l'autre côté, tu es quelqu'un de pas du tout calculateur parce que tu es à fond dans la générosité, le cœur. Enfin, tu vois, tu es un peu les deux, calcul et pas calcul. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et alors, je pense que tu as un degré de stratégie qui arrive à un certain moment, mais moi, c'est surtout j'abat du boulot et j'écoute. Ouais, Enfin, en vrai de vrai, c'est parler avec des gens quand il y a des gens qui te sont intéressants, qui, tu vois, beaucoup échanger, beaucoup apprendre, beaucoup emmagasiner, apprendre de n'importe qui à qui tu parles, tu vois. J'ai vachement ce côté-là plus que le côté stratège. Le côté stratège, ça vient plus, il y a un moment, ouais, tu accumules plein d'informations, bah, tu réfléchis à comment tu vas ouais, déployer une stratégie pour avancer. Mais en fait, c'est la somme de travail engrangé qui fait que tu peux bosser sur le truc stratégique plutôt que, bah, typiquement, si j'avais fait des bonnes études, peut-être qu'il y a un sujet, tu rentres à la strate dans une organisation et tu fais que ça et après tu déploies. Mais ouais, moi, il faut que je génère le business pour pouvoir réfléchir de manière stratégique, tu vois. ouais. Donc il y a plus le côté, ouais, j'abat, j'abat, j'abat. Et après, ouais, ça me fait chier. Enfin, ça me ferait complètement chier de le faire tout seul pour moi de mon côté. Si je voulais faire plein de pognon, je serais commercial pour une grosse boîte dans le domaine du sport et gagnerais beaucoup moins ma vie, mais tu vois, ça m'exciterait pas beaucoup. Et en fait, j'ai ce rapport-là, en fait, d'être ce côté classe moyenne, tu vois. Moi, mon père, il était intermittent du spectacle. Ma mère était éditrice à mi-temps, trois quarts temps, jusqu'à ce qu'elle ait 50 ans. Et vas-y, notre bonheur, il n'était pas dans l'argent qu'on avait, dans le fait de pouvoir aller dans des destinations folles. C'était le côté, ouais, enfin, tu vois, le côté, partout où on allait, c'était un bon moment, que ça soit chez nous, que ça soit on a la Center Parks, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais. le bonheur, il était simple autour de ça, donc j'ai pas l'aspiration économique trop, donc, ouais, je préfère le faire et prendre du plaisir avec des gens que j'apprécie en grandissant plutôt que autrement. Mais enfin, la générosité, c'est pas forcément que de l'argent et c'est un truc qui caractérise beaucoup. C'est vraiment un truc qui est revenu. Enfin, déjà, moi, c'est le premier truc que j'ai senti chez toi. Et c'est vraiment le truc qui revient à chaque fois autour de toi quand on parle de toi. Euh, donc, on a pas mal parlé effectivement de boulot, oui, de mindset aussi. Mais là, je voudrais qu'on se focus vraiment sur Sam, l'être humain. Ouais. Du coup, c'est plus là où j'ai pu discuter avec des gens de ton entourage. Euh, et il y a une anecdote que Greg, il a voulu me raconter de toi. En fait, je lui demandais, est-ce que tu peux me... Alors, c'est très compliqué parce que vous êtes potes depuis tellement longtemps et voilà, pour tous les gens que tu m'as donné à aller voir. Mais donc, c'est dur de faire ressortir une seule anecdote Ouais. qui puisse te caractériser, mais sous la contrainte, Greg, il m'a raconté une histoire. C'est vraiment celle-là qu'il avait envie de mettre en lumière. Euh, il m'a dit que pendant le confinement, donc en pleine pandémie, vous avez vécu avec vos familles dans ta maison de campagne, enfin Ouais. votre maison de campagne avec ta femme, que vous travailliez tous les deux, et que du coup, le couple de Greg, eux, ils s'occupaient, ils prenaient en charge tous les enfants. Tu connais cette histoire? Oui. Vous faisiez les courses toutes les semaines, et en fait, assez rapidement, Greg, il s'est dit, en fait, je vais pas y arriver financièrement, ça va pas tenir. Et du coup, tu l'as pris à part et tu as dit, en fait, il n'y a pas de sujet. À partir de maintenant, moi, je vais tout prendre en charge. Et premier réflexe de Greg, ça a été de dire, bah non, en fait, genre, ça touche trop à mon ego. Voilà, en tant que père de famille, je peux pas prendre en charge les gens que j'aime. Donc, ça a été hyper dur.
Et tu lui as dit, non, mais en fait, c'est pas le sujet. Toi, tu donnes tout ton temps et ton amour à mes enfants. Et ça n'a pas de valeur. Donc, en fait, enfin, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Je prends tout en charge. Et lui, ça l'a tellement touché. Enfin, Mais est-ce qu'il y a vraiment, quand tu le regardes de ta perspective, toi, tu trouves qu'il y a un sujet ou pas? Moi, je suis en train de bosser toute la journée, ouais. truc. Pendant ce temps-là, moi, j'ai un homme, tu vois, proche de moi. J'ai sa femme qui sont là, qui s'occupent de mes enfants, qui font des activités. À fin de journée, ils me disent, papa, nous, c'était le Covid, tout le monde était en dépression. Ils disaient, papa, nous, on est allé se faufiler dans les bois, on s'est baladé et tout. Ouais. Mon fils, trop content. Tu vois, est-ce qu'il y a un sujet en vrai, tu vois? Oui, 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 bien sûr, mais Mais tout en le fait, monde n'est en pas fait, comme ça. en fait, c'est ce truc-là de l'économie. Et c'est marrant parce que moi, dans mon futur, je me dis, j'adore ce que je fais professionnellement, mais en vrai de vrai, ce qui est important, c'est ma famille. Et c'est passer du temps avec ma famille et c'est être là parce que je sais que je peux faire ce que je fais là, c'est grâce à la stabilité familiale, moi, que j'ai eue. Et là, quand tu as quelqu'un qui apporte autant, où ça se passe trop bien, où il s'occupe de tes enfants sans jamais te faire. Et parce que vas-y, des enfants j'en avais un qui avait moins d'un an et l'autre qui avait 4 5 ans. C'est pas toujours facile. Il y a des fois, bah, lui, il est là à s'occuper d'eux, à jamais se plaindre. Mes petits sont contents en fin de journée et tout. Bah ouais, bien sûr que payer des courses supplémentaires, on va pas se parler de payer des courses. Et en plus de ça, lui, il mettait tout son salaire dans les courses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça veut Oui, dire que lui, tout l'argent qu'il avait, il le mettait. Et tu vois, donc je voyais même pas le sujet en fait. Tu vois, et en fait, c'est le. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est normal et que j'ai plus gagné du Covid et de sa présence que lui a gagné de la mienne à pouvoir payer les repas. Enfin, tu vois, ouais, ouais. Non, mais je vois, c'est une autre forme de générosité aussi de sa part. bah ouais. Enfin, tu vois, et c'est pas que, tu sais, toi qui as commencé à dire c'est pas que pécunier, bah ouais, c'est archi pas que pécunier. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une autre chose qui est revenue, mais d'ailleurs que toi, tu as cité assez naturellement, c'est ta capacité à t'adapter, à faire un peu la jonction entre plein d'univers, plein de gens différents. Euh, et c'est marrant parce que Quentin, il parlait de toi. Et attends, je vais te dire, je vais te faire écouter celui-là. N'importe quel environnement, il est super adaptable et t'as pas à te soucier de savoir s'il va s'entendre avec les gens, s'il va être un poids ou si on va se demander s'il passe un bon moment. C'est vraiment quelqu'un de super agréable. Ça me fait rire parce qu'au début, je me suis dit, c'est trop marrant, il en parle comme d'un accessoire, il est hyper adaptable et tout ça, il est grave pratique. Tu vois. T'es un super Tu peux le sac. traîner partout, ouais. C'est un tote bag pratique pour les courses. Mais j'allais te demander si tu avais conscience de ça, mais oui, tu as conscience de ça et puis tu sais en faire aujourd'hui une force. Dans le domaine du travail, comment ça se, comment Comment ça ça se se matérialise? matérialise? Exactement, ouais. Est-ce que tu as vraiment affaire à des gens qui sont hyper différents? Tu dois parler plusieurs langages. Ouais, qualité ou défaut, mais moi, j'aime bien beaucoup de monde. Ça veut dire que je peux faire l'impasse sur beaucoup de défauts de gens parce que Ouais. je vais réussir à identifier les qualités et réussir à me focaliser sur leurs qualités, etc. Et donc, du coup, mais tu as ce côté-là, ouais, j'aime, tu vois, on se fout souvent de ma gueule, mais ouais, je peux traîner avec les gars du foot quartier cité comme je peux me sentir à l'aise avec un truc un peu plus BCBG parce que ouais, je pense que enfin, t'as un cadre dans lequel tu grandis, mais en fait, les personnalités. Enfin, tu vois, t'as des mecs marrants du 16e, t'as des mecs marrants de cité, t'as des connards dans les cités, et donc en fait, du coup, bah, c'est juste trouver les bonnes personnes avec qui tu t'entends bien, et que après, ouais, le côté, je veux pas faire de scandale, j'ai pas de haut standing, j'ai pas de truc, donc que tu m'emmènes dans un endroit, bah, si c'est un peu naze, on va passer 3 mauvaises heures, mais c'est pas grave, on va passer à la suite et on aura fait un truc et personne m'aura obligé de venir, tu vois. Et mais par contre, je suis vachement conscient que c'est mon plus gros avantage professionnel, à savoir que bah ouais, je peux parler à plein de gens différents, je peux avoir des sujets de conversation avec plein de gens différents, je peux apprécier des gens différemment, je peux comprendre leurs perspectives. Donc, je vais pas dire mon rêve à terme, c'était de prendre un club de foot. Je sais pas si je vais y aller pour différentes raisons, mais c'était prendre un club de foot et je peux apprécier les supporters, je peux apprécier le comité directeur, je peux apprécier le politique si, tu vois, je sens que il fait de la politique pour les bonnes raisons. Donc, ouais, je suis vachement conscient de cette force-là et que ce côté empathie fait que je ne vais pas dans les conversations avec des préjugés, donc je donne la chance à tout le monde et je pense que ça, je pense que dans le
côté comment je construis mes équipes et comment je construis mes groupes d'amis, bah ouais, mon groupe d'amis, t'as des Kaira, t'as des trucs, et en fait, eux-mêmes s'entendent bien après, deviennent plus potes entre eux qu'avec moi, tu vois. Et t'as le côté, bah ouais, ça, c'est un truc que j'aime bien, et je pense dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. Je vais réussir à réunir des gens qui, de base, ne devraient pas se réunir, mais on va y arriver parce que tant que t'as les bonnes valeurs aux bons endroits, on va y aller ensemble. Mais tu vois, c'est marrant parce que ce côté caméléon, on pourrait aussi le voir d'un point de vue négatif, se dire en fait, c'est un peu faké, tu vois, le fait de pouvoir t'adapter à tous les environnements, ce qui est absolument pas ton cas, hein, Ouais, ça je le ressens. Et justement, c'est aussi quelque chose qui ressort pas mal. C'est Mathieu qui me disait que vraiment, tu es toujours égal à toi. Tu es le même, tu es exactement le même, quel que soit l'environnement. Et ouais, c'est ça qui est assez dingue, c'est que tu es toi-même et que tu arrives à t'emboîter partout. Enfin, ouais. c'est assez. Et attention, avec le temps, parce que en fait, ça veut dire de prime abord, je vais être sympa avec tout le monde, etc. Mais par contre, plus ça avance, plus je me dis, OK, moi, j'ai eu la limite entre être gentil et juste. Et ça veut dire que dans ma gentillesse, une ou deux fois, je me suis fait pigeonner en chemin. Tu vois, mais archi cool parce que les 150 autres fois, ça a bien marché. Donc, je vais pas changer la gentillesse et tu vois, le côté sympa pour une ou deux histoires qui se sont mal passées. Mais par contre, plus ça avance, plus aussi j'ai un espèce de standing minimum enfin, j'ai le côté être juste avant tout. Ça veut dire que je vais vite être dans tu veux mon soutien ou tu veux mon opinion? Tu vois? Donc ça veut dire que quand je croise les gens maintenant, mes employés ou mes partenaires, etc., je vais te dire les trucs. Et en fait, comme tu leur roules dans un espèce de fond ça vient pas avec une mauvaise intention, ça vient juste avec un pragmatisme et ça vient avec le côté, je suis pas là pour te défoncer, mais je suis là pour te dire, bah ouais, là par contre, on est ensemble surtout professionnellement, on est dans une aventure. Bah, je vais te dire ce que je pense. C'est pas pour être méchant, mais pour qu'on avance ensemble. Donc il y a un côté, je pense que plus j'avance, moins j'ai ce côté, euh, moins je vais payer des trucs de ma gentillesse. Mais je pense être un vrai gentil et que par contre, ça vient avec grave des avantages, mais ça vient aussi avec des inconvénients en chemin, tu vois. Mais du coup, ça fait aussi que les gens, comme tu es un vrai gentil, ça se sent, tu vois, je pense qu'il y a une aura. Et du coup, on a envie de te faire confiance assez naturellement, ce qui est trop chouette, quoi. C'est cool. Ouais. Non, mais putain, bah ouais, je sais pas, ouais. Et je serais grave mal à l'aise que tu me dises, ouais, putain, on est venu chez toi et ouais, je sais pas, on savait pas où se mettre et machin. Ouais, non, vas-y, enfin, tu vois, Ouais. c'est. Et Mais pour le coup, par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que professionnellement, j'adore ressentir ça. Et tu vois, tu as le côté, les gens, mec, culture imprégée. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se marre au boulot et j'ai l'impression que c'est sincère et que j'ai eu deux, trois preuves en chemin que ça avait l'air de l'être. Et ça, je trouve ça cool de pouvoir se réveiller et dire, ouais, bah, quoi qu'il arrive, en tout cas, on va peut-être juste avoir une journée de merde, mais il y a deux, trois moments où on va se marrer dans la journée, tu vois. tu arrives à faire confiance facilement? Moi, je suis plutôt à te donner la confiance jusqu'à ce que tu la reprennes et après, par contre, c'est fermé. Mais je vais donner ma Ouais, confiance assez après, rapidement. Ouais. faut pas te décevoir. Faut pas me décevoir. Cherche pas à ce que les gens me c'est quoi le poser de décevoir Ouais, oui, oui, bah, je sais pas. ouais mais enfin C'est voilà ton interview, ouais. débrouille-toi. Mais je cherche pas à ce que les gens m'impressionnent, tu vois. Ouais. Donc les gens me décevoir, t'as un côté il y a que quelques personnes avec qui tu as des liens forts, ou tu as un côté pas décevoir, mais tu vois, j'ai trois quatre personnes et après le reste me décevoir, c'est pas un sujet, tu vois, parce que j'ai pas d'attente vers Oui. toi de ta Mmh. part. Non, Euh, mais c'est juste, mais une fois que tu as vu de quoi la personne est capable, si tu es pas OK avec ça, bon, bah, ciao. Enfin, c'est plus ouais, dans puis ce sens-là, et puis sinon après, tu as le sujet aussi. Enfin, tu as le côté. Après, on peut avoir le désaccord est vachement sain dans l'entreprise. Donc, tu vois, le côté quelqu'un qui me dit toujours oui, machin, c'est grave un problème pour moi, tu vois aussi. Donc, le côté pas être d'accord sur certaines choses, c'est important. Parce que sinon, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si tu es juste un format lambda commercial numéro un 2 3 tu vas faire chier tout le monde et personne va se souvenir de toi. Donc, viens avec ta personnalité un petit peu. Mais par contre, il y a un truc qui est vrai. Et c'est con, mais c'est des références un peu, tu vois, qui viennent de partout. Mais c'est DMX qui disait dans une interview, crois en ce que tu vois. Ouais, un serpent, il va te mordre. Un tigre, il va t'attaquer. Un truc, bah, t'as un peu ce côté-là. Maintenant, je donne ma confiance. Par contre, si tu me montres des choses, je vais te dire, on s'est planté sur un recrutement récemment. T'as un mec, il vient à la stratégie chez nous. Moi, il y a un truc que je sens pas avec ce mec-là, mais je dis, c'est pas moi qui vais travailler avec lui, c'est d'autres personnes. Mais c'est suffisamment notable que tout le monde le ressent, ce truc-là.
Et on continue d'avancer avec lui. Et finalement, c'est lui qui est choisi pour les mauvaises raisons. Et en fait, au final, il nous saute dans les mains et en gros, ça ne s'unit pas. Et on est aussi content que lui qu'au final de ne pas le recruter, tu vois. Et en fait, je me suis dit, putain, tu vois, là, tu n'as pas cru en cet instinct. Tu as fait confiance à quelqu'un. Il t'a montré un truc faut pas lui faire confiance ou c'est pas le bon fit. Et ben putain, là, faut le saisir, il faut aller vite, faut prendre les décisions rapides. Après, le recrutement, c'est vraiment tout un art. Ah ouais, il n'y a vraiment pas de science exacte. De toute façon, dans les relations humaines, c'est compliqué d'avoir une règle. Et tu vois, le côté RH, tu as le côté intellectualisation du process et tout. Et là, avec ce truc-là, je me suis dit, vas-y, ça, tu t'es fait bouffer une fois. Ton premier feeling, ton ressenti, ce que le mec te montre, c'est la personne qui va être. Et vas-y, si tu décèles le truc, faut pas te dire oui, mais il a ça, oui, mais il a ça. Non, si tu sens ce petit truc-là, faut pas y aller. On a fait beaucoup. J'ai passé 15 ans en agence. J'ai vu passer beaucoup de recrutements. J'ai fait passer pas mal d'entretiens. Effectivement, pas de règle absolue. Mais le truc qu'on a essayé de toujours se rappeler, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. À partir du moment où il y a un tout petit truc, il y a un signal faible qui s'allume, ok, c'est bon. Complètement. Cherche pas, t'as senti le truc. Après, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri. Il y a aussi des recrutements qu'on a pu faire où je n'étais pas emballée de ouf. Et en fait, c'était une bonne surprise. Enfin, tu vois. Ouais, mais complètement. Et justement, pas juger. C'est marrant parce que sur des profils, tu vois, on parle à des gens en ce moment un peu de différence. Et je dirais que ceux qui présentent pas super bien, mais où tu as l'impression qu'ils sont bons, etc., bah, pour moi, tu as un truc à exploiter parce qu'ils sont un peu victimes de leur apparence ou de certains défauts, mais c'est pas des défauts problématiques dans ta culture d'entreprise, c'est des défauts où tu te dis, ah, machin, il fait un petit peu sale ou il fait un peu de trucs. Enfin, mais en vrai de vrai, quand le mec il t'impressionne et qu'il est plutôt sympa et au final tu as passé un bon moment avec lui, tu te dis putain, en fait c'est toi le connard qui est en train de le juger sur un mauvais truc et que sur le long terme les gens vont préférer lui que le mec super propre qui présente bien ou tu sens qu'il a limite trop préparé son entretien mais où t'as pas de saveur qui ressort, tu vois. Et j'aime bien parier sur ces gens-là, moi, de manière générale. J'aime bien ces profils aussi. J'aime bien le côté petit supplément d'âme. Ce petit truc, en fait, il y a un truc sur lequel tu t'accroches et je trouve ça cool. Mathieu, un jour, il t'a dit, quand vous étiez en vacances, que l'important, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est avec qui on le fait. Et il m'a dit, c'est exactement ce que tu lui inspires dans la vie de tous les jours. Pourquoi c'est... Enfin, j'imagine que ça résonne en toi, forcément, avec tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que c'est important pour toi de t'entourer de gens dont la seule présence, en fait, elle suffit? Complètement. Parce qu'en vrai, je peux passer une meilleure soirée avec 5 potes dans 20 mètres carrés d'un salon ou 15 mètres carrés. Tu vois, peu importe la taille, on se fait des mètres carrés. Mais tu vois, en vrai, tu vas passer un bien meilleur moment. Moi, mes meilleurs moments, c'est les célébrations d'équipe quand on marquait un but. Et c'était sur un terrain contre les Lilas, un match qui n'avait de l'importance que pour les gens sur le terrain. Mais c'était ça mon meilleur moment, plutôt que la fois où j'ai eu un upgrade en hôtel 5 étoiles, un moment de... Oh, putain. Enfin, tu vois, j'ai aucune saveur. En fait, c'est ça, c'est les moments que tu passes dont tu te souviens plutôt que les lieux ou le luxe auquel tu as pu faire face à un moment donné. Alors après, ça n'enlève pas le fait que j'ai envie à un moment donné sortir de mon jus d'entrepreneur et dire ouais, mes enfants, venez, on va faire le tour de la côte ouest aux États-Unis ou truc. Mais ça sera plus parce que je le fais avec eux, pour eux, etc. Et que dernières vacances, on allait dans un camping avec ma mère et que c'était un grand parc aquatique intérieur. Et puis, tu vois, c'était cool aussi, tu vois. Et pour revenir au Covid, moi, je travaillais la journée, etc. Mais c'est parmi les meilleurs souvenirs de ma vie, ces 2 mois-là. Parce que tu avais cette espèce d'osmose archi simple, valeurs archi alignées. Et que, nous, on travaillait, on avait peut-être un peu plus d'argent, mais eux s'occupaient. Et en fait, on a vécu un moment, une espèce de bulle incroyable. Et c'était le Covid à la campagne, tu vois, avec aucun supplément matériel, étant donné la période à laquelle c'était, quoi. Il peut aussi t'arriver de pas trop savoir dire non. Parce que tout le monde veut être avec toi et toi, tu veux être avec tout le monde. C'est ce que tu disais au tout début de l'épisode. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à 15 bonhommes au lieu de 10 à ton enterrement de vie de garçon. C'est vrai que des fois, ça peut être vu comme une faiblesse de ne pas savoir dire non. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une force qui te permet de fédérer, en fait. Ça devenait un atout. Je pense pas, je perçois pas chez toi que tu es quelqu'un qui te fait bouffer. C'est juste que tu es tellement
dans l'empathie, dans la générosité, qu'en fait, tu veux emmener tout le monde avec toi et essayer de satisfaire tout le monde. En pro, j'ai appris à dire non, par contre. Ouais, Parce que, tu le faisais pas au début. ouais. Bah, en fait, pour moi, entre le perso et le pro, en fait, t'es la même personne. Donc, en fait, t'avais le côté un peu dire oui à tout le monde. Et j'ai toujours un peu le côté, quand quelqu'un me sollicite, est-ce que tu peux prendre une demi-heure? Bah, je suis dans le jus, etc. Vas-y, je vais te donner. Tu vois, ça, je vais encore le faire. Mais il y a des moments où il faut un peu plus savoir dire non. Et en perso, c'est ma faiblesse et ma force, comme tu dis. Tu vois, t'as un côté, bah ouais, des fois. Ah ouais, t'as peut-être des gens qui devaient pas être là à mon enterrement de vie de garçon, mais franchement, est-ce que c'est grave par rapport aux souvenirs que j'ai de mon enterrement de vie de garçon? Enfin, tu vois, euh, et t'as un côté, ouais, j'aime pas. En fait, ouais, moi j'ai un vrai truc, j'aime pas faire mal aux gens, tu vois. Donc t'as un côté, je suis vachement sensible au bonheur des autres autour de moi parce qu'en fait, t'as un espèce de côté énergie, soit t'as les énergies positives, négatives. En fait, j'ai pas envie de donner du négatif aux gens parce qu'on a tous assez de merde. Et donc le côté, ouais, déploie. Et donc en fait, amener un peu de négatif en perso sur un moment de loisir, ouais, ça me fait chier de dire à quelqu'un, bah non, tu viens pas ou non, tu ramènes pas cette personne en plus parce qu'au final, ça va bien se passer, tu vois. Mais c'est marrant parce que l'autre fois, je sais plus, je voyais une vidéo passer sur les réseaux où il disait c'est relou pour les gens qui sont gentils parce qu'en fait, ils disent toujours oui. Et le jour où ils disent non, on leur tombe dessus. Alors qu'à l'inverse, les gros cons qui disent toujours non, le Ouais. jour où ils disent oui, Ouais. tu dis ah ouais, mais en fait, En c'est fait, une ça bonne va. personne et tout ça. Ouais. J'ai pas l'impression. Ouais. Non, on te laisse quand tu dis non, ils se disent ah, ok, si Sam il dit non, Ouais. c'est que c'est bon là, Exactement. faut pas forcer. Ouais. Ok. C'est plutôt ça. Ouais. Bon, en même temps, heureusement, parce que si ça n'avait pas été le cas, faut changer d'environnement, clairement. Mais ça, archi important. Le côté l'environnement que tu te construis, que tu te choisis, c'est la source de ta réussite ou de ton échec, hein. Mathieu, il dit, bon, un peu sur le ton de la blague, que ton entourage il ressemble à l'Arche de Noé. Mais derrière la blague, lui, en fait, il y a vraiment une vérité dont il est admiratif. C'est encore une fois. On en revient toujours, on Ouais. parle beaucoup de ça, hein, mais c'est ta capacité pardon, à rassembler les gens qui n'ont rien à voir. Donc, on l'a compris un peu avec le parcours, enfin, tu vois, Ouais. comment tu as grandi, etc. Puis en fait, comment ça a continué à se faire de manière euh, très naturelle. Est-ce qu'il y a un moment dans ton histoire où tu t'es senti rejeté, qui fait qu'aujourd'hui, tu veux surtout pas que les gens autour de toi, ils se sentent comme ça, ils soient dans cette posture? Putain, là, on va dans des pensées philosophiques, là. Non, est-ce que le fait de pas avoir été, de pas avoir réussi à rentrer en centre de formation, etc., fait que tu vois, j'avais eu des essais, des machins, au final, ça a pas trop marché. Je pense pas que le côté perso, il y a un impact. Il y a un truc qui est vrai, par contre, par rapport au côté pro, c'est encore une fois, j'ai fait des études un peu de merde, euh, et que, euh, et que par défaut, j'étais pas invité aux événements. Tu vois, tu avais un côté, le commercial de la start-up qui n'a pas de, tu vois, qui n'a pas de curriculum vitae à apporter, etc. J'étais pas invité aux événements. Et donc, tu as le côté un peu, maintenant, j'ai créé les événements auxquels je voulais être invité. Tu vois, et maintenant, c'est un peu les événements un peu cool où les gens sont contents de venir, etc. Et ça, j'aime bien. Et j'aime bien un peu faire en sorte que des gens qui sont pas invités dans ces endroits-là viennent, aussi bien pour leur plaisir, que je suis persuadé que stratégiquement, c'est la bonne chose à faire aussi, de dire ce mec-là, si tu t'entends bien et que tu as un bon feeling suffisamment pour que tu te dises j'ai envie de l'inviter à cet événement-là, c'est que peut-être potentiellement dans 5 ans, ça sera lui qui sera dans l'autre sens et que c'est lui qui, tu vois, t'invitera dans l'autre sens. Et je trouve, tu vois, sur le côté stratégique, je trouve les gens pas fut-fut parce que omnibilés par l'argent et donc ils vont vers les gens au mauvais moment. Alors que quand tu vas vers les gens pour tendre une main ou donner avant de recevoir, après ils vont te rendre au centuple. C'est clair. Mais tout le monde n'a pas cette capacité de donner avant de recevoir. Et c'est fondamental pourtant. C'est marrant, il y a une image, je crois que c'est un truc que j'avais lu dans un livre, je sais plus où c'était enfin, ils expliquaient l'importance justement de donner Ouais. avant de recevoir, donner pour recevoir. Et en fait, si tu veux pas être dans cette dynamique-là, c'est un peu comme si tu es devant une cheminée et t'as les bûches dans les bras
et tu gueules sur la cheminée, tu dis mais vas-y, chauffe-moi, chauffe-moi. Alors Ouais. que t'as pas mis la bûche, tu Les vois, ça ingrédients peut pour que pas ça chauffe. marcher, ça peut pas marcher, les gars. Ouais. Et, J'aime bien cette image. ouais. Ouais. C'est exactement ça. Et là, il y a un truc aussi où je pense que c'est une de mes qualités, c'est j'aime bien donner, tu vois. Ça veut dire, je préfère recevoir, faire un barbecue chez moi qu'être invité quelque part. Et donc, le côté, je pense que c'est un truc que j'ai un peu, c'est un de mes hard skills, entre guillemets. C'est le côté, ouais, je donne pas nécessairement pour recevoir. Tu as un côté dans le boulot et tu as un côté un peu pour recevoir au bout d'un moment, mais aussi parce que par le plaisir de donner. Dans ce que tu accomplis, pro, perso, mais dans la vie de tous les jours, c'est quoi qui t'énergise? On parlait tout à l'heure d'énergie. C'est quoi qui te donne de l'énergie? C'est que les gens soient bien, je sais pas, c'est de savoir que tu changes des choses dans ton secteur, dans ta vie, dans la vie des gens que t'aimes. Enfin, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Mais moi, c'est ma famille vraiment le plus important. En vrai de vrai, le, le, le- il y a des fois, je me demande si j'ai pas été pris dans une spirale d'entrepreneuriat parce qu'en fait, tout ce que je fais, je vais le faire à fond. Et donc là, bah, ça, je le fais à fond. Mais le plus important, c'est ma famille. Et donc, des fois, je me demande, mais à quel point je suis un entrepreneur plus que. Là, c'est juste, bah, ouais, je me dis dans un objectif, peut-être que dans 5 ans, je suis indépendant économiquement, de devoir travailler pour pouvoir refocuser. Donc, je pense que j'aurai une autre carrière après ça, tu vois, quelle qu'elle soit. Et peut-être que c'est autre chose dans le business aussi ou en dehors du business. Mais en fait, quand je fais un truc, je le fais bien à fond. J'ai complètement perdu le fil de la question, par contre. Bah, moi aussi. Ouais. Euh, On parlait d'énergie. ouais, Les choses qui t'énergisent, ouais, qui me mais donne oui, la effectivement. motivation. Ouais, ouais, Ouais. ouais. T'as ça, et après, t'as le côté, j'aime bien, j'aime bien quand mon travail est validé par des gens dont l'estime est importante. Ça veut dire que quand j'ai des messages positifs de gens que je respecte ou que j'estime avoir des qualités ou qui sont tu vois, bah, j'aime bien avoir l'approbation de ouais, la source c'est une bonne marque et la source c'est cool et vous êtes des bons gars et que ça se transpire et que on fête nos 5 ans et on fait une vidéo et putain, t'as tout le monde en sourire, etc. T'as tout le monde qui t'envoie un message en disant putain, c'est bien, ça vous correspondait vachement. T'as un côté, ça j'aime beaucoup ce côté, tout comme j'adore quand tu me fais le compliment de dire je suis venu chez toi, je me sentais à l'aise. Bah vas-y, tu vois, un peu la même chose j'aime bien ce côté, bah cool, tout le monde passe un bon moment parce que je suis sûr que si on arrive à faire en sorte que les gens soient contents de notre travail et passent un bon moment en plus, ouais, ça devient facile, là où ça peut être super difficile autrement. Mm. Vous êtes nombreux chez La Source? Là, on est 8 et on va passer à 10-12. Mais c'est marrant, là, dans le phase d'entretien, tout le monde me dit ouais, mais où est-ce que vous voyez dans 2 ans? Je ne sais pas si on sera 12 ou 50, mais en tout cas, je veux qu'il y ait la même énergie. Tu Ouais, vois, qu'on bosse ouais, sur c'est des trucs vraiment, qu'on ouais. veuille, que moi, en gros, en février, je sais que je vais être rentable à la fin de l'année. Tu vois, tant qu'on arrive à avoir ce truc-là, de pouvoir bosser avec qui on veut sur les sujets qu'on veut, tu as une bonne ambiance, après, on va voir où ça nous mène. Là, on est en train de grossir parce que naturellement, on a l'opportunité, mais c'est pas parce que j'ai un objectif de grossir capitaliste. Il y a un épisode qui date un peu, on n'est plus tout jeune, mais qui représente, je crois, ton meilleur souvenir de sport, c'est la victoire en U18 avec le FC Issy-les-Moulineaux, où il y avait eu, bon, j'y connais rien, mais globalement, de ce que j'ai compris, il y avait eu pas mal de défaites. Puis, en fait, vous avez su réajuster le tir en cours de route et finalement arriver au succès. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode? Parce que moi, je le Ouais, raconte comme une profane horrible. ouais, en fait, on était une génération à Issy-les-Moulineaux on avait une bonne génération. En fait, la génération 88, on était une bonne génération. 89, on est pas mal aussi. Je suis sûr dans la vie de tous les jours, mais au football à Issy-les-Moulineaux. Et tu vois, mais c'est con, c'était l'époque où en fait, je venais juste de passer un peu la période où j'avais des copains qui étaient partis en centre et qui étaient revenus de centre de formation parce qu'ils s'étaient fait virer, etc. Donc, tu avais le côté, ouais, là, je comprenais que je faisais juste du foot parce que je kiffais ça et que j'avais pas gagné ma vie. Et en fait, cette génération-là, on avait une grosse bande de potes. Et la plupart enfin, j'ai beaucoup de potes encore de cette génération-là avec qui on est potes maintenant. Et en fait, tu avais un peu le côté, au début de l'année, on se dit: «Putain, on récupère des mecs de centre, on a des trucs, on a la meilleure génération, là, on a tout ce qu'il faut pour, monter». Et en fait, au début de saison, ça se passe pas comme prévu sur les premiers matchs. Au bout de 4-5 matchs, tu as le coach qui est mon coach maintenant, tu vois? On a tellement créé une relation que maintenant il est revenu enfin bref, on est toujours en contact et
il vient me voir, il me dit, putain, Sam, je comprends pas, ça prend pas. Là, tu vois, on met tous les ingrédients et ça marche pas. Et je disais, ça va venir. Il y avait un côté, ouais, ben, on est en train de mettre les bons ingrédients et ça va arriver. Et en fait, on est arrivé à un moment donné, on a fait 10 victoires de suite. Et en fait, c'est comme dans tout, tu réussis pas d'une semaine sur l'autre sans un travail de fond, sans une énergie, sans un bon truc. En fait, on était une bande d'amis avec des backgrounds vachement différents et on a réussi à faire un truc, on a gagné plein de matchs. Et pour la petite anecdote, tu vois, c'était au point où Nakang, que tu connais, qui est un ami de cette époque-là, marque un but dans un match décisif contre les premiers égalités qui étaient Créteil. C'est le seul but de sa vie qu'il ait marqué, le mec. Tu vois, il a marqué une frappe, Lucas, un truc. Et en fait, c'était un peu le symbole du mec besogneux au travail et qui a fini par tu vois, avoir un moment génial, à marquer un but décisif. Et en fait, on a vécu des moments tellement. Et d'ailleurs, à ce match-là, tu vois, tu avais des recruteurs de Rennes qui étaient là et qui le pointent du doigt en disant, putain, lui, s'il était plus jeune. Enfin, et tu vois, tu as eu un espèce de truc, tu as une dynamique où, en fait, tout le monde, on a tous tiré le meilleur les uns des autres pour accomplir un truc qui n'avait de l'importance pour personne. On est monté tu vois, en deuxième division régionale, on s'en, tu vois. Mais en fait, on avait créé un truc, on a tellement passé de bons moments que bah, on en parle encore 15 ans plus tard de ces trucs-là. Et c'est pour ça que je te dis, moi, je m'en fous d'où je suis, parce qu'en fait, tes gros moments, c'est dans ces émotions-là que tu vas partager avec des gens et qui, en fait, peuvent être sur un match de foot contre l'US Créteil en moins de 18, tu vois. Mais je trouve que c'est important aussi de goûter ce genre d'échec qui finalement arrive sur un succès. Parce que du coup, ça te mine pas, tu vois, tu te dis pas que l'échec. En fait, pardon, tu visualises plutôt dans l'autre sens que tu te rends compte que l'échec, c'est une marche vers le succès. Quand tu as connu ce genre de situation, tu vois, c'est Ouais. pas genre tu t'es fait plomber, non, c'est Ouais. OK, échec, 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 réussite. Bah, et c'est exactement ça. Tu as le côté, c'est tu te prends des murs, tu te prends des murs et tout à coup, tu as un espèce de truc où ça marche. C'est pas que tu fais quelque chose différemment, c'est que c'est ton process qui a fini par y arriver. Et ça, tu vois, pour des gens qui veulent être entrepreneurs ou quoi, c'est vas-y, continuez, bosser, être sûr de mettre votre énergie au bon moment, de bien bosser et d'être sur un truc où vous pensez avoir un potentiel. Franchement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il y a pas de raison que ça marche pas. Mais par contre, ce qui est dur, c'est combien d'années d'échecs avant d'avoir des bons moments. Ça, faut savoir se les taper. Pour revenir à mon histoire de base, 4 ans à bosser comme un taré pour ah ouais, putain, pour faire ça, bah, pourquoi tu le fais? Bah, ça, faut assurer le process. Faut assumer le process, pardon. Et puis, c'est dur aussi quand t'es dedans, quand t'es plutôt dans le mal et de te dire est-ce que là je suis déter ou est-ce que en fait je suis juste trop En têtue survie. et Ouais, ouais, enfin, tu vois, ouais. c'est dur de juger. Si t'as une vision, tu te dis non, non, vas-y, je sais où je veux aller, tout ça, je suis convaincue de mon truc. Donc ouais, t'as un côté déter, 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 et des fois, ça se trouve, en fait, t'es pas sur la bonne route et t'es juste têtu, tu vois. Des fois, Ouais, je ouais. trouve que tu vois, la frontière, elle est hyper mince entre les deux pour jauger. Et c'est vrai qu'à quel point, au f moi, j'ai un côté quand je suis dans un truc, je vais aller jusqu'au bout, à part s'il y a une cassure, humaine. Mais sinon, je vais pas lâcher. Mais à quel point j'ai raison d'encore être avec Live Like 10 ans après, je ne sais pas, tu vois? Mais par contre, je vais pas lâcher le process et par contre, si ça sort à un moment que ça marche, tu auras le côté, tout le monde dira: «Ah putain, trop bien, ouais, machin, tu as réussi à vendre, tu trop» ouais, mais le process, enfin, tu vois, il était long et fastidieux. Et est-ce que c'est parce que je suis têtu ou parce que je lâche pas? Bah, ça va être un peu, ça Ouais. va être le sujet à interprétation, quoi. Mais il y a un petit côté, j'ai pas le choix. Il y a un côté aussi, dans les moments durs au début, bah, c'était un peu, bah, qu'est-ce que je fais? Je démissionne et je retourne chez Decathlon en vendeur? Heu, Les pauvres vendeurs Décathlon. ouais, j'allais dire en plus Decathlon, c'est une super marque, enfin, tu vois, c'est pas du mais c'est vendeur de grande distribution. Je reviens aussi sur ce truc d'énergie, parce que moi, il y a quelque chose que j'ai capté il y a pas longtemps. Je m'assagis, je vieillis. Je me rendais pas compte avant qu'il y avait une histoire de flot d'énergie dans les relations. En fait, je me rendais pas compte qu'il y a des gens qui m'énergisent et il y en a d'autres comment dire, qui me vampirisent, qui me prennent de l'énergie. Ouais, Ça veut pas dire que c'est des gens que j'aime pas, que j'apprécie pas, mais je me rendais pas compte ouais. jusqu'à maintenant. Tu vois, il y a des gens, je vais passer des trop bons moments, on va grave rigoler, etc. Mais je sais que je sors de là, ouais, c'est pas que ça m'a coûté, mais ça m'a pris de l'énergie. Et il y a des gens, à l'inverse, on en parlait avec une copine il y a pas longtemps, c'est une amie très proche de moi, euh,
nous, on peut se voir, même si nos batteries sociales, elles sont à plat, je peux la voir, il n'y a pas de souci. Ouais. Vraiment, genre, Ouais. parce qu'en fait, elle m'énergise. Ouais. Enfin, t'as conscience de ça autour de toi? Je suis content que tu... Moi, je me trouve grave chiant à parler de ça, mais pour moi, c'est que des énergies maintenant. Ouais. En vrai, de vrai, tu as que le côté, les gens qui donnent et les gens qui prennent. Tu as l'énergie positive des gens qui vont te donner de la force, du truc, du machin, et tu as les gens qui sont là, qui vont te prendre, qui vont te prendre, qui vont te prendre. Et je pense que ça, c'est archi important. Et ça, j'adore le côté de l'aventure, la source là-dessus. C'est que j'ai des gens qui on se stimule, tu vois. Et ça, c'est vachement important. Et couper les énergies négatives, c'est le truc que je veux faire de mieux en mieux au fur et à mesure de ma carrière et de ma vie personnelle. Parce que, ouais, le côté, tu as des gens qui vont rentrer chez eux et qui vont que te râler sur la journée, être négatif. En vrai de vrai, bah, tu es dans une espèce de dynamique d'énergie. Et avant que tu t'en rendes compte, tu deviens ça aussi, toi. Tu vois, tu te mets à rentrer dans le jeu des négatifs. Ah, moi, j'aime bien quand les gens disent ah, négatif. Vas-y, qu'est-ce qui est cool? Vas-y, viens, on parle d'autre chose. Mais archi aligné. Et cette énergie positive, c'est le truc le plus important quand tu grandis. Et je trouve ça, on sonne comme des vieux cons maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, on dirait qu'on est là avec, limite, on va avoir de l'encens, un Sarwell. Non, Alors que, ouais, alors que ça m'énerve autant. La culture trop bien pensante m'énerve autant que pas mal d'autres choses. Ouais, on peut penser ça sur les énergies et pas forcément faire dans du soleil ou boire du matcha. Comment est-ce qu'on sait, on l'a un peu dit, mais quand on est entrepreneur, enfin, non, je vais le prendre dans un autre sens. Quand on est entrepreneur, à la fois, il faut savoir s'écouter, tu vois, se dire, ok, j'ai un instinct, je sens quelque chose, voilà. Donc pas trop écouter les gens autour de soi. Et en même temps, on dit qu'il faut t'entourer, tu vois, c'est un peu le truc, faut faire sans les gens, mais il faut faire avec les gens, tu vois. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à équilibrer ça? Je pense que tu as des prédispositions à être plutôt une typologie ou une autre. Je vais te donner un exemple. Là, mon cofondateur chez LiveLike, c'est un mec qui parle. Il n'écoute pas, il parle. Mais il le fait très bien. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, il est très... Moi, je suis fort pour écouter et pour, tu vois, avoir de l'empathie et donc aller dans, tu vois, et donc j'écoute beaucoup. Et donc, à mon avis, pour moi, c'est plus ça, c'est ce côté adapte le professionnel à la personnalité que tu as parce que de toute façon, sinon tu vas finir par mentir, tu vois, tu vas être hypocrite. Moi, je suis gentil, donc c'est facile pour moi d'être dans plein d'environnements et c'est pas parce que j'essaye d'être gentil, parce que sinon je serais mauvais à le faire, parce qu'on sentirait le côté. Ou ça tient 2 secondes, quoi. Ouais, ça tiendrait pas, tu vois. Tout comme pourrait pas être un acheteur, tu vois. Le côté ferme, tu vois, pas de cœur, bah, je saurais pas le faire parce qu'il y a un moment, j'ai envie que l'autre soit à l'aise et qu'il fasse suffisamment de marge. J'ai pas envie qu'il se dise putain, il rentre dans une relation et putain, je l'ai saigné jusqu'à la moelle. Et c'est marrant parce qu'on en parle avec Mathieu. Pour lui, il y a un gagnant et un perdant dans une négociation et pas pour moi. Et donc, tu vois, pour moi, tu as un moment où, franchement, maintenant, plus j'avance et plus je connais les gens en face, je dis écoute, là, si je te vends 30 000, tu me dis si je peux faire 25 000, je peux faire 25 000. Mais est-ce que ces 5 000, toi, font une différence ou pas? Tu vois, est-ce que c'est important? Parce que moi, je peux aller dans ta direction, mais si tu es juste en train de me négocier pour un truc, moi, je te dis, ça me met un peu plus ric-rac par rapport à. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ça, tu vois, au final. Et c'est juste adapter sa personnalité au. Enfin, c'est prendre le meilleur de ta personnalité pour la transposer efficacement professionnellement. Et c'est horrible. Depuis tout à l'heure, je perds les questions au fur et à mesure où je réponds. Non, mais ça va. Ça va? Ouais. Je suis dans la. Ouais, ça va. On tient. J'avoue, moi, j'ai des notes, c'est plus facile pour moi. Tu l'as un peu dit aussi, t'aimes pas trop quand on est un peu dans la négativité, mais est-ce qu'il y a quand même, parce que ça a l'air tellement facile quand tu le racontes et tout ça, mais est-ce qu'il y a des moments quand même où tu te dis, ouais, là c'est lourd, la flemme, enfin. Alors, je veux archi pas faire passer ce message-là. C'est archi pas facile. C'est juste, est-ce que tu as une mentalité d'entrepreneur et donc, du coup, les bénéfices et ce mindset-là? Mais c'est archi pas facile. Archi pas facile. Tu as un côté, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu penses, tu te réveilles la nuit, tu penses à ça, tu trucs. Tu es avec tes enfants, il y a des fois, tu es avec tes enfants, mais t'es physiquement avec eux, mais pas mentalement avec eux. Tu as un côté, moi, ça colle à ma personnalité, mais c'est pas facile. Et tu as un côté, bah ouais, faut assumer d'avoir. Moi, j'ai eu peut-être 3 semaines de vacances par an depuis 15 ans, tu vois. Et est-ce que ça en vaut le sacrifice? Est-ce que ça vaut le côté? Moi, ma personnalité de construire des trucs, donc j'aime bien. Et donc, au final, je m'y retrouve. Mais c'est pas facile et ça va pas à tout le monde. Et que tu as des gens,
c'est des excellents employés qui sont bien meilleurs que moi dans des postes, dans des grosses organisations, mais qui ne sont pas faits pour entrepreneurs, et vice-versa. Moi, dans une grosse organisation, je pense que je ne serais pas dans un terreau où je peux m'exprimer convenablement. Dans le domaine du sport, parce que du coup tu baignes dedans, on l'a un peu compris, la vibe c'est plutôt la performance. Enfin, le truc, oui, l'important c'est de participer, c'est... Ouais, Un peu pour moi. ouais, ok, grosse connerie. Enfin, c'est très bien pour Non, mes mais- enfants quand ils sont en loisir, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est le côté. Ouais. Mais ah ouais, moi, je joue au Uno, je veux gagner. Hein. Ouais. Ah, bah, tu vois, Mais du coup, quand on est comme ça dans le prisme pardon, de la performance, est-ce que des fois tu arrives à satisfaire de ce que tu as, même si c'est pas exactement au niveau que tu voudrais, etc. Est-ce que des fois tu arrives à te poser, à regarder en arrière et dire ouais, quand même, c'est cool. Peut-être que c'est pas le max du max de ce que je pourrais faire, mais c'est déjà bien. je suis super content. En vrai, je suis super content, mais je suis pas du tout. Tu vois, des fois, il y a des gens qui me disent putain, Sam, c'est inspirant. Je trouve pas ça inspirant. Tu vois, je trouve ça cool. J'aime bien l'image que j'ai, mais je trouve que ça a rien d'extraordinaire, tu vois. Mais par contre, ça revient un peu à ce que je disais par rapport à avec qui, tu vois, faire des choses avec des gens plutôt que, tu vois, tout seul. Euh, Ce que j'aime bien réussir à faire maintenant, c'est de prendre du plaisir dans les petites victoires. T'as une bonne nouvelle, vas-y, viens, on va la célébrer. Euh, mais je prends toujours autant de plaisir à. Et tu vois, je prends toujours limite plus de plaisir dans mon football associatif à gagner un match difficile que dans des trucs de boulot où le boulot, en fait, finalement, tu as une victoire et 2 jours plus tard, je le racontais récemment, on a gagné un contrat génial avec un broadcaster, tu vois, avec une chaîne télé. Et la même semaine, à la fin de la semaine, on a perdu un gros deal pour une ligue de football. Là, j'étais dans mon pic, j'étais truc pareil, un peu les côtés, ils disaient: «Oh putain, c'est génial d'être entrepreneur comme vous, ce que vous avez fait. Vous êtes accrochés, ça fait 5 ans pour signer le contrat, incroyable et tout». Génial, petit moment de hype. Et après, tu as tout de suite le down. Et tu vois, tu as un espèce de côté, bah, vas-y, faut bien en profiter de ce moment-là parce qu'en tant qu'entrepreneur, les mauvaises nouvelles durent beaucoup plus longtemps. Et j'aime bien réussir à prendre du plaisir, tout comme j'aime bien avec mes enfants prendre du plaisir quand on va en Guadeloupe une semaine. Mais j'aime bien aussi prendre du plaisir à juste les amener au foot et qu'ils marquent un but et qu'ils soient trop contents, ou quand ils rentrent à la maison et qu'ils sont contents de voir papa quand ils rentrent de déplacement, tu vois. Les pics de dopamine, elles sont, tu vois, elles peuvent être dans les trucs vachement simples aussi. Tout à l'heure, tu as dit que tu aimerais un jour monter un club de foot. Ouais. Et tu as dit dans une interview vouloir le faire pour les bonnes raisons. Ouais. C'est quoi les bonnes raisons? Quand tu es jeune, on te dit, ouais, qu'est-ce que tu veux, enfin, c'est quoi ton plan de carrière? Et en fait, moi, mon plan de carrière, c'était à terme, je voulais reprendre un club de foot et le faire, tu vois, le faire monter. Tu vois, vraiment ce côté, entreprendre, mettre les gens avec qui je veux le monter, en me disant: «Putain, j'aurais acquis, ce que je veux, savoir à qui je veux bosser pour le monter et cetera», et vivre une belle aventure. Heu, mais en fait, en réalité, et c'est con, mais je m'inspire on va se foutre de ma gueule quand on va l'entendre, mais de Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain, tu vois, vachement marketing et cetera, qui disait: «Faut ton objectif long terme et faut vachement délivrer court terme et cetera, sans jamais perdre cet objectif». Mais en fait, lui, son rêve, c'était aussi de racheter les New York Jets, une équipe de football américain. Il disait: «Mais en fait, mon rêve, je pense que je vais jamais l'atteindre, mais c'est ma motivation et plus j'avance, plus je m'en fous de ce rêve-là, c'est mon process que j'aime bien». Et je suis vachement d'accord avec ça parce qu'en fait, le côté club de football, si on rentre dans l'industrie du football, tu as un espèce d'irrationnel dans le domaine du foot où tu as soit des présidents un peu à l'ancienne qui sont des entrepreneurs locaux et c'est un peu c'est un véhicule pour eux localement, mais qui perdent beaucoup d'argent et qui perdent un peu leurs instincts d'entrepreneur dans le domaine du foot parce que tu as le côté émotionnel, etc. Ou tu as les gros fonds d'investissement qui rachètent des clubs et qui mettent de l'argent, beaucoup d'argent court terme pour flipper le club et le revendre à un acquéreur suivant. Et en fait, je me dis, aucun de ces modèles me va parce que je veux pas avoir monté tout ça pour m'ensuite aller dépenser mon argent parce que moi, c'est pas dans la gloire d'avoir un club de Ligue 1, c'est dans la gloire du process de le faire remonter. Ça m'amuse, tu vois. Après, manger des petits fours avec les autres présidents de club, rien à foutre. Tu vois, mais vraiment, tu vois, je prendrais une personne RP qui ira le faire, tu vois. Et donc, du coup, en fait, je vois pas l'angle sous lequel ça puisse marcher, ou ça peut marcher si c'est à mes conditions.
ça voudrait dire que j'ai suffisamment mis tout ce qu'il fallait à l'abri de mon côté pour pouvoir entreprendre ce truc progressif d'investir petit à petit, mais en prenant le temps de construire une équipe, de dire ouais, non, mais attends, il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places, pour ensuite un cycle de formation. Enfin bref, il y a plein de complexités qui font que si je le fais, c'est un projet à 10 ans et que rationnellement, pour le moment, je ne mettrai ni cet argent-là de ma poche, ni je voudrais être derrière un fonds qui voudrait des objectifs beaucoup plus court terme, qui rendrait le truc plus aléatoire. Donc, ma perspective de devenir président de club, je ne sais pas si je le réaliserai, mais en fait, j'aime bien mon process. Ouais, Et j'aime bien la vision de me dire, si un jour l'opportunité se présente, je serai à l'administratif, mon frère sera au sportif et tu auras quand même un match qui pourra marcher. Donc, le jour où la source, je republierai ce moment de notre entretien et je dirai, s'il y a quelqu'un qui est intéressé quand même, parlons-en. Non, mais c'est cool, je trouve ça chouette de se dire, j'ai un rêve, il me guide un peu, mais je suis pas accrochée. Genre juste il est là et voilà. Bah, ouais, on dit les rêves, les fantasmes, faut pas les assouvir parce qu'en fait, Ouais. sinon, en fait, c'est beaucoup moins bien que dans ton idéal. Et je pense que c'est ça, parce que je pense qu'être président de club, en plus, ça vient avec une tonne de Ouais. trucs que tu veux pas avoir. Dans les figures qui t'inspirent, bah, tu as cité tout à l'heure un entrepreneur dont je ne saurais pas redire le nom, mais j'ai bien Gary écouté Vee, ce que tu as ouais. dit. Est-ce que tu as d'autres figures qui t'inspirent, ou Je des suis- personnalités ou des gens lambda hein, d'ailleurs? Moi, je suis génération 88 qui écoutait du hip-hop et dont les figures emblématiques, c'était R. Kelly, Puff Daddy, etc. Ouais, ouais, donc là, Donc ouais. en vrai, moi, j'ai un côté. Enfin, c'est con. Je me suis fait tatouer Be the change you wish to see in the world, qui est une citation de Gandhi. Et un pote m'a dit, ah, bah c'est bien, tu as écrit quelque chose d'un mec qui tabassait ses femmes. Et en fait, un espèce de truc, donc les figures, le côté trop marketing autour des figures, je m'attache pas à une figure. Par contre, je m'attache grave à des moments, des décisions prises, tu vois. Je suis vachement Colin Kaepernick qui met son genou à terre pour la cause black en NFL. Je suis pas du tout tous les autres et le mouvement que les gens se sont appropriés de Black Lives Matter. Parce que lui, il a mis en risque, tu vois, il a fait une action qui a coûté sa carrière, qui a truc, et c'est un vrai acte qu'il a fait par conviction et parce que il n'a pas suivi par côté mode cool. Tu vois, un autre truc qui m'avait marqué, moi, c'était le procès de Johnny Depp. Toutes les marques se sont barrées, alors que tu as la présomption d'innocence, normalement, sauf Dior. J'ai trouvé ça incroyable que, tu vois, Dior, ils soient avec eux et qu'après, à la fin du procès, quand, a priori, hein, c'était plutôt la fille qui était un peu tarée, et ben, tu vois, je trouve ça incroyablement fort comme. Et en fait, tu vois, c'est plus des petits trucs isolés comme ça qui font que, tu vois, je regarde ces moments-là qui sont faits pour les bonnes raisons, au bon moment, que j'adore plutôt qu'une figure, tu vois, continue, même si, ouais, moi, mes idoles, c'est le sport, etc. Et j'adore tout ce qui est reportage, dans le domaine du sport parce que tu as plein de sources d'inspiration différentes. Et je suis aussi vachement inspiré par les héros du quotidien, entre guillemets. Là, la dernière fois, j'ai écouté un podcast que fait mon frère. Et c'était Axel Bamba qui est mort entre-temps, et c'est horrible. Mais c'était un mec, tu vois, ça a juste été la superstar de son club de Cardiff dans sa région. Et je l'ai trouvé vachement inspirant, vachement là pour les bonnes raisons. Et en fait, euh, j'aime bien être inspiré par des gens où je sais qu'il n'y a pas de bulle marketing autour. Tu travailles avec le monde entier aujourd'hui, enfin, un peu partout. Euh, Qu'est-ce que ça... Puis, de toute façon, de base, toi, tu as la biculture. Qu'est-ce que ça t'a appris, tu vois, de toutes ces nationalités qui virevoltent autour de toi? Et j'ai mon oncle au téléphone américain etc. et qui me dit: «Ah ouais, tu étais en Arabie Saoudite, ouais, machin». Parle des attentats et je me suis dit: «Putain, déjà ça me fait mal qu'on me fasse toujours référence à ça». Mais surtout, moi, je lui dis: «Écoute, tu sais quoi? Moi, à Riyad, les gens, ils étaient adorables. Les gens, ils étaient serviables, ils étaient gentils». Tu vois, j'ai passé et je me suis dit: «En fait, c'est pour ça un peu le côté cassage des conceptions» et je faisais allusion à Puff Daddy, à R. Kelly et cetera. Mais tu as ce côté, ouais, plus j'avance, plus le côté la réalité qui est présentée, elle a un angle à chaque fois et que, ouais, moi, j'aime bien tout le monde. Ouais, bah oui, ça, je crois qu'on l'a compris. Et tout le monde t'aime bien. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des mentalités, des manières de penser ou de voir la vie qui te touchent particulièrement ailleurs qu'en France?
Franchement, j'ai pas le temps d'avoir la distance avec ce sujet. Tu vois, à réfléchir à je sais que je déteste, la mentalité américaine en ce moment. Le OK. côté le très, je suis très mal à l'aise avec mon côté américain en ce moment. Le côté, capitaliste de l'extrême avec les inégalités, avec le mouvement politique là-bas en ce moment. Mais, j'aime aussi peu, j'aime aussi peu Trump que le wokisme, tu vois? J'aime le côté, je trouve que le monde occidental est pas en super forme en ce moment. Si tu me demandes avec les différentes montées des extrémistes, de l'autre côté les extrémistes, tu vois? Je prends le wokisme, mais ça peut être, plein de sujets différents. Parce que ça je pense qu'on a trop d'espace pour penser à des choses qui n'ont pas d'importance comparé à ce qui est vraiment important, tu vois? Heu et heu et ouais, je dirais, moi, le seul truc que j'aime bien, ouais, j'aime bien la simplicité, en fait. Et donc du coup, je pense pas que ça soit une question de pronom, mais je pense que c'est plus une question de: «Vas-y, accueille-moi avec un sourire et je te rendrai des sourires», parce que si on se donne une bonne énergie, on va passer un bon moment. Cool. Et ben, on va s'arrêter là. Bah, merci. Sur cette belle Notre phrase, belle, punchline de sortie. Merci beaucoup, Sam. J'espère que cet épisode de Dissipé vous aura plu autant qu'à moi. Vous pouvez partager, commenter ou vous abonner pour nous permettre de partir à la rencontre de personnalités toujours plus inspirantes. Au-delà de Dissipé, je suis consultante en marketing et j'accompagne depuis plus de 15 ans les marques à grandir et à rayonner. Si vous avez des besoins en marketing, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis Marie Tavares et je vous dis à très vite.